Bon retour, marcheur de rêve. Dans le dernier épisode, Lu Sheng était rentré chez lui plus fort que jamais, avait écrasé un tyran de rang 5 d'un seul coup, avait dépassé son ancienne école comme si ce n'était plus qu'un souvenir d'enfance, et dans le monde des rêves, il avait accompli l'impensable en abattant un véritable maître martial de rang 7. Mais aujourd'hui, une simple recherche de ressources se transforme en voyage où inconnus, secrets et dangers commencent à se percuter de toutes parts. Commençons. Après être rentré de l'école, Lu Sheng s'enferma dans sa chambre silencieuse et se mit immédiatement au travail. Il planifiait déjà la suite, car il avait demandé à Suzu d'acheter les ingrédients pour 2 préparations importantes, la décoction de renforcement des muscles et du sang, et l'élixir nourrissant la moelle. Les 2 convenaient parfaitement à son niveau actuel, car il renforçait efficacement le corps sans vider son portefeuille, et s'il maintenait l'approvisionnement, il croyait pouvoir compter dessus jusqu'au rang 4. Mais si le problème des médicaments était globalement sous contrôle, celui des armes était une toute autre affaire. Avant de réussir l'évaluation officielle des mentalistes psychiques, il ne pouvait toujours pas accéder à Starweb pour acheter une arme pour lui-même, et dépendre trop souvent de Dong Qingshu revenait à supplier son secret de sortir au grand jour. Dans son esprit, le timing était donc déjà clair. Il devait régler cette évaluation avant que la sélection de Morningstar n'arrive et ne complique encore tout. Puis il consulta une liste d'armes de mentalistes et se prit immédiatement la réalité en pleine figure. La roue de l'âme éternelle coûtait à elle seule 37 500 000. Le planeur d'argent céleste n'était guère mieux avec ses 29 500 000. Et d'un coup, le souvenir de ses instructeurs lui donnant 5 millions en se demandant si ce n'était peut-être pas trop peu pris soudain tout son sens. À de tels prix, ils avaient été terriblement sérieux. Plus il regardait, plus c'était laid. Rien que l'acier dense coûtait 9000 le gramme, et une seule roue de lame en nécessitait au moins 1 livre, ce qui faisait déjà grimper le coût au-delà de 5 millions avant même de parler des matériaux secondaires. Et pour aggraver les choses, Lu Sheng n'avait pas besoin d'une seule roue de lame, donc cette petite séance de shopping se transformait déjà en enterrement financier. Puis arriva la partie vraiment insultante. Sa force psychique était bien au-dessus de la normale, ce qui signifiait que l'acier dense ordinaire lui serait inutile. Il devait utiliser du mithril à la place, et cela coûtait 10 fois plus cher. À ce stade, avec l'argent qu'il avait maintenant, il ne pouvait même pas se permettre de forger un composant d'arme correct, ce qui revenait franchement à voir l'univers rire de lui avec un zèle supplémentaire. Alors, après avoir fixé ses prix absurdes assez longtemps, Lu Sheng parvint à la seule conclusion possible. S'il ne pouvait pas se payer les matériaux, alors il allait devoir aller les extraire lui-même. Heureusement, il avait encore la carte de répartition des ressources matérielles qu'il avait prise au dépôt Fireseed. Et lorsqu'il l'ouvrit, celle-ci le dirigea tout droit vers des mines de mithril encore inexploitées à l'intérieur de la montagne Oxed. Cela suffit à ramener un peu de lumière dans son humeur. S'il pouvait extraire le mithril lui-même, le faire forger plus tard, et peut-être même vendre le surplus de mithril et d'acier dense pour gagner de l'argent, alors il pourrait régler plusieurs problèmes d'un coup. Son plan étant désormais fixé, il décida de ne plus perdre de temps. D'abord, il irait au laboratoire de Suzu pour fabriquer l'élixir nourrissant la moelle, et ensuite, la montagne Oxed l'attendrait. Une semaine plus tard, Suzu se trouvait toujours dans le hall médicinal. Elle attendait là, visiblement irritée, tout en vérifiant son téléphone et en se demandant où était passé Lu Sheng. Lui, pendant ce temps, finit par arriver habillé de façon décontractée, s'excusa de l'avoir fait attendre, puis attrapa une blouse blanche comme s'il avait parfaitement le droit d'arriver en retard. Suzu, de toute évidence, n'était pas amusée, et elle lui lança sèchement qu'il avait enfin daigné se montrer. Lu Sheng, parfaitement calme, répondit simplement qu'il avait été retardé et demanda si elle avait préparé les matériaux dont il avait besoin. Suzu jeta un regard à Lu Sheng dans cette blouse de laboratoire, se troubla aussitôt, puis, les joues chauffant légèrement, admit que oui, tout avait été préparé exactement comme il l'avait demandé. Lu Sheng enfila des gants, vérifia les matériaux et demanda combien avait coûté l'ensemble du lot.
Quand Suzu lui répondit que cela tournait autour de 200 000, il jugea la qualité correcte et lui dit de l'enregistrer et de le déduire plus tard de leurs futurs bénéfices. Puis, après avoir mis un masque, il lui demanda poliment de sortir, parce que ce qu'il allait faire nécessitait de la concentration, et plus important encore, il ne voulait pas que l'élixir nourrissant la moelle soit exposé. Suzu était visiblement contrarié, et obéit quand même. En sortant, ses pensées revinrent au tonique renforçant le sang et les muscles qui n'étaient même pas encore sur le marché, et pourtant elle avait déjà investi près d'1 million en matériaux rien que pour les formules de Lusheng. Pourtant, au lieu de paniquer, ce qu'elle ressentait le plus, c'était du soulagement, parce que les instructions qu'il lui avait données étaient assez détaillées pour qu'elle puisse terminer la décoction sans difficulté. Elle se rappela que Lusheng était venu au laboratoire chaque jour de cette semaine, et plus elle y pensait, plus il lui devenait difficile de ne pas se demander combien de secrets cet homme pouvait bien cacher. 3 heures plus tard, Suzu était encore assise sur le comptoir lorsque Lusheng lui annonça enfin qu'il avait terminé. Il mentionna d'un ton détaché qu'il partirait pour quelques jours et dit que l'argent pour lancer le tonique serait transféré bientôt, mais Suzu ne montra absolument aucun intérêt pour cette annonce de voyage. Lusheng la regarda, sourit, puis marmonna que Suzu avait vraiment un caractère affreux, ce qui, évidemment, ne fit que la mettre encore plus en colère, même si elle ne dit toujours rien. Elle resta là en silence et le regarda partir comme si rien de tout cela n'avait la moindre importance. Mais dès qu'elle eut la certitude qu'il était parti, ce calme disparut instantanément. Elle se précipita dans le laboratoire et trouva aussitôt des échantillons d'un nouvel élixir laissé derrière lui. Suzu avait déjà testé ses effets auparavant, et les résultats avaient été stupéfiants. Une seule utilisation améliorait directement la structure osseuse, alors que des toniques similaires sur le marché étaient généralement de 4e ou 5e grade et se vendaient des millions. Lusheng, lui, avait fabriqué cette chose avec des matériaux qui n'avaient coûté que quelques centaines de milliers. Et d'un coup, l'esprit de Suzu cessa d'être un laboratoire pour devenir une calculatrice. En tenant l'éprouvettes, elle voyait déjà les profits. Ce qui ne fit que renforcer son soupçon que le sac que Lusheng portait avec lui contenait probablement encore plus de ces étranges nouveaux élixirs. Cet homme se promenait vraiment comme un étudiant ordinaire tout en transportant assez de valeur pour faire mousser des entreprises entières d'envie. Ses pensées furent interrompues lorsque son assistant entra et lui fit son rapport sur la tâche qu'elle lui avait confiée plus tôt. Il lui dit qu'il avait surveillé la caméra de sécurité tout le long, mais n'avait absolument rien vu. C'était comme si les caméras avaient cessé de fonctionner pendant le travail de Lusheng avant de revenir à la normale à la seconde même où il était parti. Suzu se contenta de soupirer, parce que bien sûr, un système de surveillance ordinaire n'allait jamais pouvoir suivre un mentaliste psychique comme lui. Puis son regard tomba sur un autre élixir vers qu'elle avait autrefois espéré reproduire, et toute cette frustration finit par déborder. Elle laissa échapper un souffle fatigué et le jeta à la poubelle. Dans son cœur, la conclusion était déjà prise. Peu importait la fierté ou les hésitations qui subsistaient, Lusheng était l'espoir de la famille et pour la renaissance de cette famille, le suivre docilement n'était plus un choix qu'elle pouvait ignorer. Pendant ce temps, un bus serpentait à travers les collines de la ville de Qiming. Une guide enthousiaste accueillit les passagers et leur présenta leur destination, le village de Xialin, caché au plus profond de la montagne oxède et loin du bruit de la ville. Elle vendit l'endroit comme une merveille pittoresque 5 étoiles avec de magnifiques paysages, un environnement paisible, des traditions locales, une cuisine régionale et de l'artisanat fait main. En gros, elle lançait des slogans touristiques aux passagers avec une assurance professionnelle. Naturellement, ce discours paisible dura environ 5 secondes avant que les passagers ne commencent à se plaindre. Une femme en rouge se leva immédiatement pour demander si on allait les forcer à acheter des choses, tandis qu'une vieille femme s'inquiéta de passer la nuit dans un endroit aussi reculé et demanda si la montagne était pleine de moustiques. La guide continua de sourire malgré toutes ces absurdités et leur assura que personne ne serait forcé d'acheter quoi que ce soit, car leur agence était légitime. Lusheng, pendant ce temps, restait assis en silence et ignorait le bruit. Son esprit était ailleurs, fixé sur les 93 élixirs nourrissant la moelle qu'il avait fabriqués cette semaine-là, assez pour le soutenir pendant un bon moment.
Plus important encore, il croyait que la mine cachée de Mithril dans cette montagne n'avait toujours pas été découverte, et l'idée de la monopoliser discrètement commençait à prendre forme dans son esprit. Puis une balle jaune roula jusqu'à lui et interrompit ce rêve éveillé nourri par l'avidité. Une petite fille en rouge accourut pour la récupérer et lui demanda s'il voulait jouer avec elle, seulement pour que sa mère la tire aussitôt en arrière et s'excuse. Lu Sheng lui répondit que ce n'était rien. Mais avant que ce moment ne passe, autre chose attira complètement son attention. Il sentit une aura psychique émaner du père de la fillette. Cela changea instantanément l'ambiance dans sa tête. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Lu Sheng. Parce que soudain, ce voyage semblait bien plus intéressant que prévu. Il était venu ici pour le Mithril, mais apparemment il n'était pas le seul mentaliste psychique dans le bus, et la montagne avait déjà commencé à lui offrir des surprises avant même qu'il n'en soit descendu. Ailleurs dans ce même bus, une autre scène se jouait. Une fille aux longs cheveux roses se plaignait sans arrêt de l'ennui du voyage et de la chaleur étouffante, regrettant visiblement chaque décision qui l'avait amenée jusque-là. Après 3 jours de voyage, Zeng Dandan était en sueur, agacé, et tout à fait prête à agir comme si on l'avait traîné là contre sa volonté, même si son ami lui rappela rapidement que personne ne l'avait forcé à venir. En réalité, c'était Dandan qui avait insisté pour les accompagner. Et Dandan, fidèle à elle-même, expliqua aussitôt pourquoi. Avec toute l'énergie de quelqu'un qui mettait en scène une intervention d'urgence, elle dit à Linzichan qu'après sa récente rupture, elle avait eu peur que l'un vienne dans ce misérable trou perdu et fasse quelque chose de stupide. Dans l'esprit de Dandan, une rupture fraîche plus un voyage improvisé vers nulle part, c'était exactement la recette des très mauvaises décisions. Linzichan, elle, resta parfaitement calme pendant toute cette scène. Elle se rapprocha et dit à Dandan qu'en tant que meilleure amie, son inquiétude était appréciée, mais inutile. Elle n'était pas aussi fragile. Cela faisait simplement longtemps qu'elle n'avait pas voyagé, et cette fois elle voulait juste se détendre un peu. Le circuit lui-même avait l'air un peu miteux, mais selon Zichan, la montagne Oxed valait quand même le détour parce que le paysage compensait largement l'installation bon marché. En d'autres termes, Dandan était censé arrêter de se plaindre et apprécier la montagne au lieu de faire comme si le bus l'avait trahi personnellement. Avant qu'elle puisse continuer à râler, des rires traversèrent la conversation. La petite fille en rouge avait déjà commencé à se lancer la balle avec Lu Sheng directement à l'intérieur du bus, criant joyeusement en jouant. Quand il l'attrapa et lui sourit en retour, ce petit moment frappa Zeng Dandan de plein fouet. Toute son expression changea sur le champ. La balle vint accidentellement vers elle ensuite. Et Dandan l'attrapa avec bien trop d'enthousiasme pour quelqu'un qui n'essayait absolument pas d'impressionner qui que ce soit. Puis elle la renvoya immédiatement à Lu Sheng. Quand il lui répondit avec un sourire doux et sincère, les dégâts furent complets. Elle rougit, se força à agir normalement, puis marmonna maladroitement un petit « de rien », poli comme si elle venait d'accomplir un acte héroïque au lieu de simplement rendre la balle d'une enfant. À peine se fut-elle rassise que Zichan la poussa légèrement avec ce regard suffisant que seuls les meilleurs amis savent utiliser comme une arme. Elle n'eut pas besoin d'en dire beaucoup, car il était déjà évident que le cœur de Dandan avait pris plusieurs longueurs d'avance sur son cerveau. 2 heures plus tard, le bus arriva enfin au cœur de la région de la montagne Oxed. Dandan regarda autour d'elle et se sentit immédiatement déçue, car pour elle, ce n'était qu'une montagne de plus, tandis que Zichan trouva l'endroit véritablement charmant et parla même d'une cascade dont elle avait entendu parler non loin de là. Elle avait déjà hâte d'entrer dans la forêt le lendemain pour aller la voir de ses propres yeux. Mais l'attention de Dandan s'était déjà égarée une fois encore. À peine Lu Sheng descendit du but que la petite fille de tout à l'heure courut droit vers lui et lui demanda avec excitation s'ils pourraient rejouer ensemble le lendemain. Lu Sheng lui tapota doucement la tête et lui dit que s'il avait le temps, il rejouerait avec elle, et la fillette s'illumina instantanément. Dandan, évidemment, vit là une ouverture et s'y engouffra à moitié pour plaisanter, demandant si elle pouvait se joindre à eux elle aussi. Mais la petite fille se cacha aussitôt derrière Lu Sheng, la traita de méchante pour avoir pris la balle plus tôt, et fit très clairement comprendre qu'elle voulait seulement jouer avec le grand frère.
Au moment même où la mère de la fillette la rappela vers le village, elle fit joyeusement signe au revoir à Lu Sheng, et il répondit au geste avec le même calme chaleureux qu'il avait gardé pendant tout le voyage. Dandan, essayant de se remettre d'avoir été rejeté par quelqu'un d'assez petit pour perdre une dispute contre une poignée de porte, marmonna qu'elle n'avait de toute façon aucune envie de jouer avec une morveuse. Lu Sheng lui dit tranquillement de ne pas le prendre au sérieux, puisque les enfants disaient généralement tout ce qui leur passait par la tête sans rien filtrer. Dandan insista rapidement sur le fait qu'elle n'était pas vexée, puis changea aussitôt de registre, complimenta son apparence, et flirta juste assez pour lui demander son numéro sans prétendre avoir une raison plus profonde. Lu Sheng accepta cela sans difficulté, sourit, et le lui donna, et comme ça, ils échangèrent leurs contacts. Même Zishan, qui avait observé toute la scène en silence, ajouta Lu Sheng elle aussi. Alors que les filles commençaient à s'éloigner, Dandan serra son téléphone contre sa poitrine, murmura le nom de Lu Sheng pour elle-même, et sembla étrangement impressionnée par la puissance qu'il dégageait. Puis elle attrapa le bras de Zishan, jeta encore un regard vers lui, et lança un au revoir joueur au bel inconnu avant de presque entraîner son ami avec excitation. Elle disait déjà que ce voyage pourrait finalement devenir bien plus intéressant qu'elle ne l'avait imaginé, et Zishan répondit simplement que tant que Dandan était heureuse, alors cela en valait la peine. C'était une réponse simple, mais elle maintint l'ambiance légère juste assez longtemps pour que l'histoire glisse discrètement vers quelque chose de bien plus sombre. Parce que Lu Sheng les regarda partir avec ce sourire inoffensif toujours sur le visage. Mais au moment où elles eurent disparu, son expression changea. Dans son esprit, les choses étaient déjà devenues intéressantes pour une toute autre raison. Il n'y avait pas seulement un mentaliste psychique de rang 2 dans ce bus, mais aussi 2 artistes martiaux de rang 2, et cela changeait immédiatement l'atmosphère de tout ce voyage dans la montagne. Il y avait tout de même un détail rassurant. Le mentaliste psychique ne semblait pas avoir remarqué ce qu'était réellement Lu Sheng. Au mieux, cette personne n'avait dû pouvoir le percevoir que comme un pratiquant martial ordinaire, et c'était exactement le résultat que Lu Sheng voulait. Depuis qu'il avait formé la volonté d'un maître martial, il était capable de supprimer complètement son aura psychique, donc à moins qu'il ne choisisse de la libérer, les gens ordinaires n'avaient aucun moyen de juger la véritable profondeur de son pouvoir psychique. Ce qu'il ignorait encore, c'était s'il y avait aussi des artistes martiaux plus puissants cachés dans les montagnes, des gens qui pourraient réellement devenir une menace. Mais dans l'esprit de Lu Sheng, une chose était déjà parfaitement claire. Peu importait la raison qui avait amené d'autres artistes martiaux à la montagne Oxed. Si quelqu'un se mettait en travers de ce qu'il était venu faire ici, alors il lui faudrait simplement l'écraser comme un insecte. Loin de cette ambiance paisible de village, une limousine blanche avançait sur une autoroute solitaire. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus froide. Un homme vêtu de bleu était agenouillé avec respect devant une figure d'élite assise à côté d'une femme en tenue traditionnelle chinoise. Et au moment où l'homme aux cheveux violets demanda si Tang Maolin avait été retrouvé, le subordonné agenouillé répondit sans la moindre hésitation. Tang avait déjà été localisé dans la montagne Oxed, à Qiming, et selon le rapport, il s'y était enfui avec sa femme et sa fille. Le subordonné pensait que Tang avait l'intention de disparaître au plus profond de la montagne, où il deviendrait presque impossible de le traquer. L'homme aux cheveux violets admit que c'était une décision intelligente. Si Tang s'enfouissait dans la nature et refusait de réapparaître, même le retrouver deviendrait compliqué. Mais l'homme agenouillé le rassura en disant que la famille de Tang était déjà sous surveillance et qu'elle ne s'échapperait pas. Cette réponse plut suffisamment au chef pour qu'il félicite leurs efforts, tout en les avertissant de ne pas perdre Tang. Puisque les hommes agenouillés n'étaient que des artistes martiaux de rang 4, ils ne représentaient de toute façon aucune réelle menace pour Tang, et le moment venu, il comptait régler personnellement le problème de Tang. Alors qu'il buvait un étrange liquide violet, son ton devint totalement impitoyable. Tang devait mourir. Une fois que quelqu'un l'avait offensé, le laisser vivre ne ferait que donner à Wuxi Jing l'air faible, et la faiblesse était clairement la seule réputation qu'il n'avait absolument aucune intention de collectionner. Puis il tendit un petit verre vers la femme assise à côté de lui,
et ce qui se passa ensuite fut le genre de choses qui rappelait discrètement à tout le monde que cet homme n'était normal dans aucun sens qui compte. Le même liquide violet commença à s'écouler anormalement de la bouche et des yeux de la femme, remplissant le verre comme si son propre corps était devenu le récipient de cet immonde rituel. Wook-Si-Jing inspira ce fluide étrange avec une satisfaction calme, savourant son parfum sucré et l'étrange essence qu'il contenait. Puis son regard se posa sur une photo de la famille de Tang Maolin, et ce qui lui plaisait le plus n'était ni Tang, ni l'épouse, mais la fille. Dans son esprit, elle était déjà en train de devenir le prochain ajout à sa collection, ce qui résumait assez bien le genre de monstre assis dans cette limousine. De retour à l'auberge du village, la fille de Tang était complètement fascinée par la taille de la chambre. Tandis que sa mère lui disait de faire attention parce que le sol était irrégulier. Tang, lui, n'était absolument pas d'humeur à se détendre. À la seconde où ils entrèrent, il activa son pouvoir psychique et inspecta soigneusement non seulement la pièce, mais le bâtiment tout entier, confirmant que pour l'instant, il n'y avait aucun danger immédiat. Sa femme demanda s'il avait vraiment besoin d'être aussi prudent, se demandant si quelqu'un comme Wook-Si-Jing pouvait réellement les retrouver jusque-là. Tang répondit avec le seul état d'esprit que des gens comme lui pouvaient se permettre. Mieux valait être prudent qu'imprudent, surtout avec sa femme et sa fille à ses côtés. Leur vie était déjà en danger, et avec un psychique de rang 3 aussi rancunier que Wook-Si-Jing à leur trousse, il n'y avait tout simplement aucune place pour l'erreur. Malgré tout, Tang n'était pas venu ici sans espoir. Il croyait qu'en se cachant auprès de son beau-père, un mentaliste psychique chevronné de rang 2, il pourrait gagner assez de temps pour disparaître pendant 1 an, voire davantage. Et si les choses tournaient mal, alors à eux deux, ils pourraient peut-être encore retenir Wook-Si-Jing. Sa femme, anxieuse mais essayant de rester optimiste, demanda des nouvelles de son père, puisqu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Tang la rassura en disant que la force du vieil homme n'avait pas décliné. Il avait déjà atteint le sommet du rang 2. Tang croyait même qu'il était peut-être déjà entré dans le rang 3. Aux yeux de Tang, l'homme était encore dans la force de l'âge, toujours en bonne santé, et toujours assez puissant pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Pendant que le couple se réconfortait mutuellement, leur fille se tenait près de la fenêtre, émerveillée, totalement inconsciente du nombre de personnes dangereuses qui se dirigeaient désormais vers cette même montagne. Et dans le bâtiment d'en face, Lu Sheng se tenait parfaitement immobile, utilisant ses propres capacités psychiques pour observer les environs. Contrairement à Tang, qui avait limité son balayage au bâtiment, Lu Sheng inspecta tout le village. Il sentit les gens dehors en train de profiter de l'air de la montagne, sans rien percevoir d'immédiatement alarmant. Il remarqua seulement un homme utilisant des jumelles, quelqu'un qui semblait plus curieux que menaçant. Pour le moment, Lu Sheng laissa ce détail de côté. À la place, il sortit un petit flacon de sa veste, en prit une pilule, et l'avala calmement. Les élixirs avaient été conçus spécialement pour accélérer sa cultivation, et c'était exactement ce qu'il faisait. Grâce à eux, les progrès de son corps d'or immortel, le véritable fondement d'un maître martial, avançaient plus vite que prévu. À ce rythme, il pensait qu'il lui faudrait moins de 2 mois pour achever la première phase, générer de l'énergie interne, et atteindre le rang 4 comme artiste martial. Puis son téléphone vibra et l'arracha à ce calcul. Il le consulta et trouva des messages de sa mère et de son père. Et cette vue le fit sourire intérieurement, car dans son esprit, il n'était plus un enfant. Mais alors une autre notification arriva, et celle-ci venait de sa sœur, qui ne perdit pas de temps avant de le taquiner au sujet du retour de Yang Yan à l'école, puis de lui demander franchement si tous les deux sortaient ensemble. Cela tua immédiatement une partie de sa bonne humeur. Essayant de rester calme, Lu Sheng répondit et dit à sa petite sœur de se concentrer sur son entraînement, d'arrêter de fouiner dans des choses qui ne la regardaient pas, et de ne pas oublier de prendre les toniques qu'il lui avait préparés. Puis il ajouta un avertissement ferme, si sa vitalité n'avait pas atteint le seuil de 1,3 au moment où il reviendrait, elle n'allait pas apprécier les conséquences. Après cela, il jeta le téléphone sur le bureau, s'allongea sur le lit, et ferma les yeux. Lu Sheng entra en méditation, prêt à tester les résultats de son entraînement récent.
Déjà plongé dans le monde des rêves, Liu Sheng traversait le champ de bataille comme un homme qui avait commencé à traiter les zombies comme des cibles d'entraînement. Depuis qu'il maîtrisait 10 soleils dans le même ciel et qu'il avait construit son propre champ de force martiale, sa puissance avait fortement augmenté. Et désormais, chacun de ses mouvements portait ce genre de force qui transforme des foules entières en perte. D'un seul coup, des ondes de choc se propagèrent et projetèrent les corps des morts-vivants au loin, tandis que des flammes explosaient sur tout le champ de bataille. Même les zombies sans esprit qui traînaient plus loin en arrière ne pouvaient que regarder vague après vague se faire écraser sous des techniques auxquelles ils n'étaient clairement pas qualifiés pour survivre. Mais au moment même où ils dominaient le terrain, tout le rythme changea. Quelque chose d'énorme s'écrasa du ciel enveloppé d'une aura glaciale. L'impact fut si violent que la glace se répandit sur le sol et que des pointes gelées acérées s'étendirent jusqu'à Liu Sheng depuis la distance. Il comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas seulement d'une attaque. Il y avait quelque chose à l'intérieur de cette masse de glace. L'aura qui en jaillissait était si écrasante qu'elle donnait l'impression que tout le champ de bataille avait rétréci. Puis la silhouette apparut enfin. Une femme masquée sortit du terrain gelé qu'elle venait de créer, vêtue d'argent, aux cheveux rouges, avec un cristal lumineux incrusté entre sa poitrine et une aura à la fois surnaturelle et terrifiante. Elle abattit sa lame une seule fois, et brisa négligemment la glace autour d'elle comme si elle n'avait jamais mérité d'exister. C'est à ce moment-là que Liu Sheng comprit qu'il ne s'agissait pas d'un ennemi ordinaire du monde des rêves. La pression qu'elle dégageait montrait clairement qu'elle était au niveau d'un maître martial, et avant même qu'il ait fini de comprendre cela, elle disparut juste devant lui. Liu Sheng activa immédiatement sa perception psychique, mais au lieu de lui apporter de la clarté, elle se mit à lui hurler le danger encore et encore, jusqu'à ce que les avertissements étouffent presque tout le reste. Il n'avait jamais vu autant d'alertes exploser d'un seul coup, et pour la première fois, sa propre capacité ressemblait moins à un avantage qu'à de la panique avec des étapes en plus. Puis elle réapparut dans les airs. Une aura glaciale et des flammes noires se rassemblèrent au bout de sa lame lorsqu'elle frappa vers le bas, et Liu Sheng comprit instantanément qu'il avait devant les yeux une véritable technique de maître martial. Il n'y avait plus le temps pour quoi que ce soit d'intelligent après ça. Avant même de pouvoir former une autre pensée, il vit son corps figé dans un bloc de glace, puis proprement coupé en deux avant que le monde ne tombe dans l'obscurité. Et lorsque cette attaque prit fin, la guerrière masquée se tenait simplement là, sa lame toujours en main, comme si le couper en deux ne lui avait pas demandé plus d'effort que de couper des oignons. Liu Sheng se réveilla brusquement dans sa chambre, haletant, trempé de sueur et douloureux de partout. Chacun de ses muscles lui faisait mal comme si les blessures avaient réellement eu lieu. Et pendant un moment, il ne put que rester assis là à réaliser ce que cela signifiait. Donc voilà ce que la mort dans le monde des rêves faisait ressentir. Si cela n'avait pas été un rêve, sa vie se serait terminée en un instant. L'expérience l'ébranla profondément, et une fois le choc transformé en réflexion, il commença à rejouer le combat dans sa tête. Il avait essayé de bloquer l'attaque avec toute sa puissance psychique, et cela n'avait absolument servi à rien. Il avait survécu auparavant à des zones dangereuses du monde des rêves parce que, contrairement aux zombies, il possédait l'intelligence et pouvait réellement réfléchir au combat. Mais cette fois c'était différent. Cet ennemi était tout simplement bien au-dessus de tout ce qu'il avait affronté jusque-là. Cette prise de conscience changea la façon dont il voyait le monde des rêves lui-même. Il comprit maintenant que ce n'était pas un terrain d'entraînement sur où il pouvait tranquillement devenir plus fort à son propre rythme. Dans cette terre dévastée, c'était le sang et le feu qui façonnaient les survivants, et si quelqu'un devenait un véritable sauveur là-bas, ce ne serait pas parce que le monde était assez gentil pour lui laisser de la place afin de s'exercer. Malgré tout, Liu Sheng ne pouvait pas cesser de penser à cette femme masquée. Sa puissance était absurde, bien au-delà de Shi Shenning, et dans son esprit, elle atteignait peut-être déjà le niveau d'un grand maître de rang 8. Plus important encore, la rivière de glace qu'elle avait créée pendant cet affrontement restait gravée dans sa mémoire. Il croyait qu'il s'agissait d'une projection de sa volonté, et une fois cette idée installée, une autre naquit aussitôt. S'il pouvait obtenir une telle puissance pour lui-même, le gain serait énorme. Il estima que s'il avait réagi instantanément avec ses techniques martiales les plus puissantes et son contrôle le plus raffiné, alors peut-être,
juste peut-être, il aurait pu tenir un petit moment. Cette possibilité suffit à le tenter de recommencer. Alors Lu Sheng se remit immédiatement en méditation pour forcer son retour dans le paysage onirique. Mais à la seconde où il essaya, la douleur traversa son corps et perturba le processus. Il toucha son front et commença à se demander si mourir dans le monde des rêves déclenchait une sorte de verrouillage temporaire, comme un temps de recharge avant de pouvoir y retourner. Et lorsqu'il devint évident qu'il n'avait aucune chance d'y retourner cette nuit-là, il abandonna finalement cette idée et reporta son attention sur le monde réel. C'est à ce moment-là que son téléphone recommença à vibrer. Une avalanche de messages de Dandan s'était accumulée. Elle continuait à lui demander s'il était bien retourné dans sa chambre, s'il avait fini de ranger ses affaires, s'il voulait sortir demain parce qu'elle était une maîtresse martiale officielle et qu'elle pouvait le protéger, puis elle enchaîna avec une invitation à aller manger ensemble. Après ça, comme il ne lui avait toujours pas répondu, le ton bascula en mode petite amie impatiente à part entière, comme si cet homme avait disparu pendant des mois et non pendant 3 heures. Lu Sheng regarda ses messages et se mit immédiatement à regretter d'avoir accepté sa demande d'ami en premier lieu. Mais malheureusement pour sa tranquillité d'esprit, il avait faim, donc au final, la nourriture l'emporta. Il décida au moins d'aller prendre le repas dont elle avait parlé. Lorsqu'il entra dans la salle à manger de l'auberge, il avait à peine franchi l'entrée que 2 voix appelèrent son nom en même temps. L'une appartenait à la petite fille avec qui il avait joué plus tôt, et l'autre venait de Dandan. Il leur fit un signe décontracté de la main et se dirigea vers une table vide. Tandis qu'à une autre table, Tang observait discrètement le jeune homme qui semblait tant enthousiasmer sa fille. Lu Sheng venait à peine de s'asseoir que Dandan accourut et lui demanda pourquoi il mangeait seul, insistant sur le fait que les repas étaient meilleurs en compagnie. Il répondit légèrement en demandant si elle n'avait pas déjà mangé, puisque ces messages avaient été envoyés il y a un bon moment, et c'est là que les réponses partirent instantanément dans 2 directions opposées. Dandan sourit et affirma qu'elle n'avait pas encore mangé, tandis que Zishan déclara immédiatement qu'elles avaient déjà mangé, ayant l'air complètement lassé des absurdités de son ami. Dandan lui lança un regard acéré, et Zishan répondit avec un petit sourire qui disait clairement qu'elle savourait chaque seconde de ce désastre. Essayant d'arranger la situation, Dandan attrapa un menu, annonça que son appétit était revenu, et suggéra qu'il semblait parfaitement raisonnable de partager le repas de Lu Sheng. Zishan, toujours amusé, la taquina d'un commentaire malicieux sur le fait qu'elle flirtait avec lui, parce qu'à ce stade, il n'y avait plus aucune raison de faire semblant que tout cela était subtil. Toute la table avait déjà compris où cela menait. Dandan comprise. À une table voisine, la petite fille demanda à son père si elle pouvait aller s'asseoir avec grand frère Lu Sheng. Sa mère remit immédiatement l'idée en question, mais la petite insista. Après avoir réfléchi un instant, Tang l'autorisa, se contentant de lui rappeler de ne pas déranger les autres. La petite se leva aussitôt et le remercia joyeusement. Elle s'approcha ensuite avec un bol dans les mains, tandis que sa mère s'inquiétait en silence de savoir s'il était vraiment raisonnable de faire confiance à des inconnus dans leur situation actuelle. Tang la rassura sans grande inquiétude. Il avait déjà inspecté les environs avec sa capacité psychique et n'avait perçu aucun danger, et il avait également évalué Lu Sheng en particulier. Du point de vue de Tang, le jeune homme paraissait calme, lucide, et dépourvu d'intentions manifestement mauvaises. Ses pas manquaient d'assises, sa respiration semblait instable, et au mieux, il donnait l'impression d'être un artiste martial ordinaire. Quant aux 2 étudiantes d'université, Tang était en réalité davantage impressionné par elles. Pour des personnes de leur âge, être déjà au rang 2 en cultivation martiale n'avait rien d'anodin, même si l'une d'elles était en train de se ridiculiser à cause d'un bel inconnu. Après s'être essuyé la bouche, Tang ajouta calmement que n'importe qui à l'intérieur de son champ psychique pouvait être tué sur le champ s'il le décidait, donc il n'y avait rien à craindre. Cette assurance suffit à rassurer sa femme, et une fois ses inquiétudes apaisées, la petite fille fut libre de rejoindre la table que Lu Sheng avait accidentellement transformée en l'endroit le plus gênant de toute la salle à manger. Puis la nourriture arriva. Et lorsque la commande de Lu Sheng fut déposée sur la table, Dandan et la petite fille se figèrent toutes les 2 devant la quantité de nourriture.
Lu Sheng donna calmement à la petite fille une paire de petits pains qui ressemblaient à du porc, tandis que la fillette fixa le plat et commenta à quel point ils étaient mignons. Lu Sheng la regarda, puis transforma silencieusement la scène en compétition pour voir qui finirait en premier. La petite fille, bien sûr, accepta avec assurance comme si elle avait la moindre chance. Alors qu'elle grignotait encore poliment. Lu Sheng dévora sa portion à une vitesse telle qu'elle ne put que le regarder avec incrédulité. En voyant cela, Zishan réfléchit à la différence entre les gens ordinaires et les véritables artistes martiaux. Les personnes issues de familles normales, ou celles qui n'étaient pas réellement entrées dans la cultivation martiale, dépendaient encore de repas ordinaires pour se reconstituer. Mais une fois qu'une personne devenait un artiste martial officiel, la nourriture était généralement remplacée par des toniques médicinaux ou des compléments à haute énergie. Zishan et Dandan, par exemple, comptaient souvent sur de la viande séchée nutritive compressée, parce que c'était efficace et facile à digérer. Pour un artiste martial de rang 1, quelques morceaux suffisaient. Sinon, essayer de compter sur d'énormes quantités de nourriture ordinaire enverrait la plupart des artistes martiaux vers une longue et misérable relation avec les toilettes les plus proches. Rien de tout cela n'empêcha Dandan de regarder Lu Sheng comme s'il devenait sommeau plus attirant à chaque bouchée. Son visage se réchauffa alors qu'elle louait silencieusement sa beauté. Zishan se pencha vers elle et demanda directement si elle l'aimait vraiment. Dandan l'admit immédiatement et sembla même surprise que cela n'ait pas déjà été évident. Et une fois cette confession mise au grand jour, Zishan commença enfin à énumérer les problèmes qu'elle voyait déjà arriver. Zishan regarda Lu Sheng et ne vit rien qui justifiait, selon elle, le niveau d'obsession de son ami. Il était plus jeune, encore au lycée, sa méthode respiratoire semblait rudimentaire, et de l'extérieur, il ne paraissait pas du tout venir d'un milieu puissant. Dandan, pendant ce temps, était déjà une artiste martiale talentueuse de rang 2 à l'université martiale de Dongning, alors aux yeux de Zishan, il vivait dans des mondes complètement différents. Mais Dandan ne fut pas ébranlé le moins du monde. Elle balaya toutes les considérations pratiques comme s'il ne s'agissait que de bruit de fond, peignant déjà dans sa tête un avenir romantique où l'âge, l'argent, la distance, et même le rang de cultivation cessaient mystérieusement d'avoir la moindre importance. Pour elle, rencontrer Lu Sheng ressemblait au destin, et une fois qu'une idée de ce genre prend racine, le bon sens se fait généralement jeter par la fenêtre avec tous les honneurs. L'expression de Zishan devint sérieuse lorsqu'elle poussa l'argument plus loin. Même si Dandan finissait d'une manière ou d'une autre avec lui, et alors ? Une relation à distance était déjà assez difficile comme ça, et une fois que la vie quotidienne commencerait à exiger de vraies réponses, les sentiments seuls ne résoudraient pas tout comme par magie. Si Lu Sheng ne devenait jamais un artiste martial officiel, alors ses revenus futurs seraient limités, et tôt ou tard, des choses ordinaires comme une maison ou une voiture cesseraient d'être des préoccupations abstraites pour devenir de vrais obstacles. Et elle ne s'arrêta pas là. Elle avertit que plus Dandan avancerait sur sa voie martiale, plus l'écart entre eux ne ferait que grandir. Plus Dandan deviendrait forte, plus ces différences s'accumuleraient, et lorsque suffisamment de contradictions se superposeraient, elle finirait forcément par exploser. Ce qui était, honnêtement, la forme de conseil la plus douloureuse, totalement raisonnable, et donc bien plus difficile à ignorer. Mais Dandan répliqua calmement et refusa de considérer tout cela comme un problème. Dans son esprit, elle était déjà une artiste martiale de rang 2, donc elle pouvait guider Lu Sheng elle-même. S'il ne pouvait pas entrer à l'université de Dongning, alors elle lui rendrait visite chaque semaine. S'il ne pouvait pas s'offrir une maison ou une voiture, alors cela n'avait aucune importance, parce qu'elle possédait déjà les deux. Pour elle, ce n'étaient pas des obstacles. Juste des détails qu'elle était prête à gérer. Puis son imagination alla encore plus loin. Si Lu Sheng ne pouvait mener qu'une vie ordinaire, alors elle pourrait tout simplement choisir ce genre de vie elle aussi. Elle commença même à embellir cela dans sa tête, en se disant que si elle s'éloignait de la pression constante de la cultivation, alors une vie plus simple serait peut-être en réalité plus facile et plus heureuse. Ses yeux s'illuminèrent d'une conviction têtue tandis qu'elle insistait sur le fait que Lu Sheng était tout sauf ordinaire à ses yeux. Il était beau, brillant,
et dans son cœur, elle croyait qu'il y avait dans son avenir bien plus que ce que les autres pouvaient voir pour l'instant. Zichan se pencha vers elle et posa la question qui lui rongeait visiblement la patience depuis tout ce temps. Dandan avait-elle perdu la tête? Était-elle vraiment prête à jeter plus de 10 années d'entraînement martial pour un lycéen? Puis elle fit discrètement un geste en direction de Lu Sheng et souligna son physique plus faible, toujours incapable de comprendre ce que Dandan voyait exactement en lui pour s'attacher aussi vite de cette manière. Dandan, cependant, refusa de laisser la conversation aller aussi loin. Elle dit que Zichan allait beaucoup trop vite, et qu'il n'y avait pas encore lieu de s'inquiéter puisque rien ne s'était réellement passé entre elle et Lu Sheng. En d'autres termes, elle ne niait pas l'illusion. Elle demandait juste du temps pour la développer correctement. Ce qu'aucune des deux ne réalisa, c'est que Lu Sheng entendit tout. Avec ses sens aiguisés, chaque mot lui parvint clairement. Il trouva toute cette conversation si absurde qu'il se gratta discrètement l'oreille et marmonna pour lui-même. La petite fille à côté de lui attrapa ce mot inconnu et demanda aussitôt ce que voulait dire « ridicule ». Et Lu Sheng, bien sûr, répondit avec l'assurance fluide d'un homme sur le point de provoquer le chaos pour se divertir. Il lui dit que c'était un mot que les gens utilisaient pour faire l'éloge des jolies filles. La fillette accepta immédiatement cette explication et partit en courant. Puis, avec toute la sincérité innocente qu'une enfant seule pouvait transformer en arme avec une telle efficacité, elle pointa directement Dandan et Zichan du doigt et les appela toutes les deux grandes sœurs ridicules à voix haute. Lu Sheng sourit et approuva calmement, disant que oui, c'était exactement ça. Pendant que les deux filles restaient là complètement déstabilisées, trop confuses pour même décider si elles venaient d'être complimentées ou insultées. Le lendemain, le groupe de touristes se rassembla près du bus et attendit que tout le monde arrive, mais le compte se révéla incomplet presque immédiatement. La vieille guide remarqua qu'une famille de 3 personnes manquait à l'appel, et Lu Sheng aussi. Quand les appels sur leur téléphone restèrent sans réponse, elle suggéra à tout le monde de faire une courte pause pendant qu'elle contactait les secours. Cela suffit à inquiéter Dandan. Elle commença à se demander où Lu Sheng et cette famille étaient passés, tandis que Zichan, bien qu'elle ne soit pas inquiète pour la sécurité de cette famille parce qu'elle savait déjà que le père n'était pas une personne ordinaire, restait tout de même perplexe face à l'absence de Lu Sheng. Dandan ne perdit pas une seconde après cela. Elle quitta le groupe et courut droit dans la forêt voisine, déterminée à entrer dans la montagne pour retrouver Lu Sheng elle-même. Au même moment, Lu Sheng se trouvait déjà profondément dans la forêt, avançant vers un point précis. Après s'être reposé pendant la nuit, la majeure partie de la douleur persistante causée par sa mort dans le monde des rêves s'était dissipée. Et à présent, il bondissait à travers le terrain avec aisance. Jusqu'à finalement atterrir et libérer une subtile aura violette dans le sol sous lui. Son pouvoir psychique commença immédiatement à tracer ce qui était enfoui en dessous. Et c'était là. Un riche gisement de mithril brut caché sous terre. Lu Sheng leva la main. Une énorme masse de terre contenant le précieux minerai fut arrachée du sol et s'éleva dans les airs. Puis, en utilisant seulement le bout de son doigt, il brisa le mithril en morceaux plus petits flottant dans l'air. Et les attira dans sa paume, examinant le matériau de près. C'était la première fois qu'il voyait du mithril aussi clairement. Au moment où il l'imprégna de son pouvoir psychique, il réalisa qu'il pouvait le modeler à volonté. Cette découverte l'enthousiasma, mais le rendit aussi plus prudent. À en juger par la quantité qu'il avait rassemblée, il estima qu'elle pesait environ 4 à 5 livres et valait plus de 200 millions. Mais le mithril brut restait malgré tout une simple matière première. Avant de pouvoir être utilisé pour fabriquer des outils ou des armes psychiques, il devait passer par plusieurs étapes de fonte, et même alors, seule une fraction du poids d'origine pourrait subsister. En plus de cela, il lui faudrait encore tester la pureté plus tard pour voir si elle était réellement suffisante. Malgré tout, sa valeur était incontestable. En regardant le gisement, Lu Sheng trouva même généreux de l'appeler une petite mine. C'était à peine suffisant pour mériter le qualificatif de minuscule, et pourtant, rien que cette quantité représentait déjà environ 70% du gisement total. S'il avait de l'aide, il pourrait probablement extraire le reste en une semaine.
Et c'est là que le véritable problème apparut. Son plan initial était d'en extraire un peu à la fois et de le déplacer progressivement pour que personne ne remarque rien. Mais l'avidité s'en était mêlée, et désormais, le tas qu'il avait rassemblé était bien trop important pour être transporté sans attirer l'attention. Donc, n'ayant pas d'autre choix, il remit le mithril en place. Et il l'enterra de nouveau, le cachant pour l'instant pendant qu'il réfléchissait à son prochain mouvement. Puis il se rappela du village isolé marqué sur la carte à quelques kilomètres de là, un endroit habité par un groupe ethnique minoritaire. Il commença à penser qu'il pourrait peut-être engager certains villageois pour l'aider à l'extraction. Dans son esprit, ce genre de communautés isolées avaient tendance à être travailleuses et dignes de confiance lorsqu'on les payait correctement. Mais à peine cette pensée pleine d'espoir apparut elle qu'une autre la suivit immédiatement. Si l'un d'eux devenait avide ou se retournait contre lui, il les écraserait sans la moindre hésitation. Cette pensée le frappa assez fort pour le faire s'arrêter. Lu Sheng se tapa légèrement la tête et se réprimanda, se rappelant qu'il vivait dans une société régie par la loi et que la violence ne devait pas être sa première réponse. Repoussant ses instincts plus sombres, il ramena son esprit vers l'idée d'approcher les villageois pacifiquement, convaincu qu'avec les bons mots et la bonne attitude, il pourrait gagner leur confiance sans qu'aucun sang ne soit versé. Pendant ce temps, plus profondément dans la forêt, Dandan et Zichan continuaient à le chercher, sans savoir s'il était réellement venu aussi loin dans un endroit aussi isolé. Puis soudain, Zichan s'arrêta et pointa quelque chose au sol. Dandan ne comprit pas tout de suite, mais lorsqu'elle suivit son regard, elle le reconnut immédiatement. C'était la même balle en plastique avec laquelle la petite fille jouait plus tôt. Alors Dandan tendit la main vers elle. Mais au moment même où elle le fit, son corps se figea sur place. Avant que l'une ou l'autre n'ait le temps de réagir, elles furent instantanément capturées toutes les deux par d'étranges toiles violettes tissées par un essaim d'araignée. Une seconde, elles fouillaient encore la forêt, et la suivante, elles étaient devenues les proies. Ailleurs, dans le hameau isolé connu sous le nom de village Xian, la nouvelle se répandit vite lorsqu'un homme accourut pour informer le chef du village que sa grande sœur était revenue avec sa famille. Le vieux chef, qui sculptait du bois chez lui, leva les yeux avec surprise. Juste à temps pour voir sa petite fille courir vers lui avec une joie évidente. Elle se jeta sur lui avec tant d'enthousiasme qu'elle faillit renverser le vieil homme. Et lui demanda aussitôt comment il allait. Derrière elle arrivèrent Tang et sa femme, tous deux visiblement tendus, tandis que l'épouse annonçait qu'ils étaient revenus à la maison. Deux jeunes hommes les saluèrent poliment et s'adressèrent à Tang en l'appelant beau-frère, lui demandant ce qui les avait ramenés si soudainement. Le vieux chef répondit d'abord à la question avec un sourire, disant que bien sûr, ils étaient revenus lui rendre visite, puis sans perdre de temps, il ordonna aux deux jeunes hommes de préparer un festin parce que ce soir, ils allaient tous passer un bon moment ensemble. L'un des frères accepta volontiers, puis souleva la petite fille sur ses épaules, et elle s'enthousiasma aussitôt lorsqu'il lui dit qu'ils iraient chasser ensemble. Mais une fois les autres membres de la famille partis et qu'il ne resta plus que les proches, l'atmosphère changea immédiatement. Le vieux chef abandonna son ton détendu et demanda pourquoi ils étaient vraiment revenus. La femme de Tang encouragea son mari à parler. Et finalement Tang expliqua la vérité. Assis devant le chef du village, il révéla qu'ils avaient offensé un mentaliste psychique de rang 3. Le vieux chef faillit s'étouffer en l'entendant. Un mentaliste psychique de rang 3. Le simple fait d'entendre ce niveau associé au problème suffit à lui faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un ennui ordinaire, et pendant une seconde, tout le poids de la situation tomba sur la pièce avant que quiconque puisse parler. Mais une fois remis, il n'eut pas tellement l'air choqué que d'avoir reçu une confirmation amère. Il rappela à Tang qu'il avait toujours su que Tang finirait par attirer le désastre tôt ou tard, surtout depuis le jour où il avait pris sa fille et quitté le village. Aux yeux du chef, ce n'était pas une tragédie sortie de nulle part. C'était la facture qui arrivait enfin après des années d'attente. La femme de Tang ne put que supplier son père de les aider, sinon pour Tang, alors au moins pour elle. Tang enchaîna en posant la question plus directement, soulignant que le vieil homme essayait lui-même depuis longtemps de percer jusqu'au rang 3, donc il devait sûrement y être parvenu maintenant. Mais cet espoir mourut instantanément.
Le vieux chef admit qu'il n'avait pas réussi à avancer, et pire encore, qu'il s'était blessé intérieurement en essayant. Sa cultivation avait déjà été endommagée, ce qui signifiait que si ce mentaliste de rang 3 venait au village, le mieux qu'il pourrait faire serait de retarder l'inévitable. Alors au lieu de prétendre qu'il pouvait tout résoudre, il les pressa de prendre la petite fille et de partir immédiatement chercher de l'aide ailleurs. Tang, déjà acculé, posa la seule question qui lui restait. Si ce n'était pas ici, alors où était-il censé aller? Et le vieil homme répondit avec ce genre de conseil qui paraît raisonnable sur le papier et inutile dans la réalité. Il réprimanda Tang et dit que la réponse évidente, c'était les autorités, la police. Après tout, même un psychique puissant ne pouvait pas simplement faire tout ce qu'il voulait dans la société moderne, et même un mentaliste de rang 3 ne pouvait pas assassiner ouvertement des gens en public. Le couple ne dit rien après cela. Leur silence parla pour eux, parce que si les forces de l'ordre avaient réellement suffi, ils n'auraient jamais fui jusqu'à ce village en premier lieu. Mais avant qu'ils puissent terminer la conversation, un villageois entra en trombe avec une nouvelle urgente. Quelqu'un était entré dans le village sans autorisation. Dehors, cet invité indésirable montait déjà les marches vers le centre du hameau. Lu Sheng était arrivé silencieusement et, bien qu'il soit certain que cela correspondait au village marqué sur la carte, il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point l'endroit était réellement isolé. Une dague vola soudainement vers lui. Mais Lu Sheng l'esquiva calmement. L'un des jeunes frères s'avança et exigea de savoir qui il était et comment il avait trouvé cet endroit. Lu Sheng ne répondit pas. Il resta simplement là, son aura prête, pleinement préparé au cas où l'homme déciderait d'enchaîner cette question avec quelque chose de plus stupide. Heureusement, la tension se brisa avant de devenir plus laide. La petite fille jaillit des buissons en criant que son grand frère était arrivé. Puis elle courut droit vers Lu Sheng et l'enlaça, lui demandant s'il était venu chez son grand-père pour jouer avec elle. À la seconde où ses parents réalisèrent qu'il s'agissait du même jeune homme avec lequel leur fille avait joué plus tôt, leurs expressions s'adoucirent immédiatement, et même le chef se calma en comprenant que Lu Sheng n'était pas un intrus inconnu. Tang s'avança et demanda comment Lu Sheng avait réussi à trouver un village caché comme celui-ci. Lu Sheng répondit simplement qu'il n'aimait pas les voyages de groupe trop encombrés, alors il s'était éloigné en explorant la montagne et était tombé sur l'endroit par hasard pendant ce détour. Puis, avec ce même ton détaché qui le caractérisait, il demanda si la famille de Tang s'était perdue elle aussi, ce qui arracha un bref rire avant que Tang n'explique qu'il s'agissait en réalité du village natal de sa femme et qu'ils y revenaient chaque année. Le chef du village, voyant l'expression calme de Lu Sheng et son regard stable, lui souhaita officiellement la bienvenue à Xianlin village. Le frère qui avait lancé la dague un peu plus tôt lui tapa même sur l'épaule en guise d'excuse et se vanta que puisque Lu Sheng venait de la ville, il n'avait probablement jamais goûté le genre de gibier sauvage qu'il chassait ici. Bientôt, davantage de villageois vinrent le saluer, et une vieille femme essaya même de lui vendre d'étranges masques, bien que Lu Sheng refusa poliment. Pendant tout ce temps, il étudia silencieusement les gens autour de lui et réalisa que ce village était bien plus inhabituel qu'il n'en avait l'air. Les mentalistes psychiques étaient rares. En voir un seul était déjà peu commun, et pourtant, dans ce petit village isolé, il y en avait 3. Et parmi eux, le vieux chef se démarquait le plus, parce que Lu Sheng pouvait dire que l'homme avait déjà atteint le sommet du rang 2. Lu Sheng abandonna aussitôt l'idée de demander à ses villageois de l'aider avec le mithril. Des gens dotés d'une telle capacité reconnaîtraient forcément la valeur d'un matériau pareil, et une fois qu'ils comprendraient ce qu'ils possédaient, la tentation accourait d'elle-même. Essayer de les rallier par la force ou par une démonstration impressionnante de talent le ferait probablement paraître menaçant, pas digne de confiance. Puis la petite fille interrompit ses pensées avec une tragédie bien plus simple. Elle expliqua tristement qu'elle avait perdu sa balle, ce qui voulait dire qu'ils ne pouvaient plus jouer ensemble. Lu Sheng proposa de l'aider à la chercher, mais avant même qu'il ait fini sa phrase, son expression changea. Il sentit 2 auras familières. Dandan et Zichan. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de bien plus sombre mêlé à elle.
Et au moment même où la petite fille aperçut sa balle en plastique jaune, des fils violets brillants devinrent soudain visibles, tendus dans la zone comme un piège qu'on remarque trop tard. De petites araignées se déplaçaient sur ces toiles, puis un rire moqueur fendit le silence tandis qu'une voix d'homme appelait Tang Maolin, presque amusé qu'il ait réellement choisi de se cacher si profondément dans la forêt de montagne. Dandan et Zichan étaient là elles aussi, enveloppées dans les toiles, la bouche scellée, clairement terrorisées et essayant d'avertir les personnes devant elles avec les quelques mouvements qui leur restaient. Puis l'homme lui-même sortit des ombres. Wuxijing. Il apparut avec plusieurs subordonnés, et il transportait avec eux les filles piégées. Le vieux chef sentit immédiatement son aura et comprit d'un instant à l'autre à quel point la situation était mauvaise. Wuxijing n'était pas simplement un mentaliste psychique de rang 3. Il se tenait au sommet absolu de ce niveau. Sachant exactement ce que cela signifiait, le chef réagit immédiatement. Il libéra sa puissance et ordonna à Tang de fuir avec sa famille et les villageois. Il lança ensuite sa propre énergie psychique dorée vers Wuxijing sous la forme de plusieurs dagues éthérées fonçant droit sur lui. Wuxijing, cependant, répondit par un soupir. Cette attaque ne signifiait rien pour lui. D'un seul geste, il arrêta les dagues en plein vol et se moqua des villageois pour avoir tenté quelque chose d'aussi faible. Puis il avança, rabaissant tranquillement leur force et demandant si c'était vraiment tout ce qu'ils avaient. Pire encore, il regarda le vieux chef comme si la réponse elle-même l'offensait et demanda si c'était sérieusement ce vieillard chétif en qui ils avaient placé leurs espoirs. Le chef, toujours couvert de lumière psychique dorée, ne pouvait plus cacher sa peur. La sueur coulait sur son visage tandis qu'il fixait Wuxijing, visiblement ébranlé et sans certitude sur la suite à donner. Et Wuxijing continua, les tournant en ridicule sans la moindre pitié, disant qu'avec une puissance aussi pitoyable, il ne méritait même pas d'être appelé mentaliste psychique. Puis il écarta les bras et libéra une aura sombre et écrasante qui se déversa sur toute la zone. Il déclara qu'il allait détruire leurs espoirs, écraser leurs rêves, et leur faire comprendre ce que signifiait le véritable désespoir. Et au moment même où Tang entendit cela, toute retenue vola en éclats. Il activa son pouvoir psychique vert lumineux, la rage l'inondant, et cria qu'il allait tuer Wuxijing. Et l'épisode d'aujourd'hui s'arrête ici. Et d'un seul coup, la montagne cessa d'être une cachette pour devenir un champ de bataille. Tang craqua enfin. Mais Wuxijing se tenait là comme un cauchemar portant un visage humain. Et la moindre illusion de sécurité fut écrasée en quelques secondes. Si vous pensiez que ce voyage parlait de paysages et d'excursions, l'histoire avait visiblement d'autres projets. Parce que la prochaine fois, le sang, le pouvoir psychique et la vengeance vont entrer en collision de plein fouet. À très bientôt.